Bienvenue sur Hippocampe. Saison 2. Moi c'est Marie, votre hôte pour aujourd'hui et pour les prochains épisodes. Cette saison sera entièrement dédiée à la question du psychotraumatisme. Dans ce 6e épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Ioana Mikou. Ioana est psychologue, mais également cofondatrice de Oya Formation. Elle forme entre autres des professionnels de la relation d'aide à la question du psychotraumatisme. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui est étroitement lié à celui du psychotrauma. Il s'agit de la dissociation structurelle. Bonjour Ioana. Bonjour Marie. Pour introduire cet épisode, est-ce que tu pourrais nous dire que se passe-t-il pour une personne qui va subir un événement traumatique ? Alors, quand on vit un événement qui arrive soudainement, sans qu'on y soit préparé, qui nous fait violence, que ce soit dans les gestes, dans les mots, dans l'intensité de ce que ça nous fait vivre, ça peut venir faire effraction. C'est-à-dire que notre cerveau et notre corps va devoir mettre en place des mécanismes pour faire face à ce stress soudain et intense. Donc en tant qu'être humain, on est assez bien câblé, j'ai envie de dire, on est constitué pour faire face au stress de manière générale. C'est-à-dire que dans notre cerveau limbique, qui est au centre de notre cerveau, on a une petite structure qui est grosse comme une amande, qui s'appelle l'amygdale cérébrale, ou plutôt les amygdales, parce qu'on en a une dans chaque hémisphère de notre cerveau, qui est en fait le détecteur de stress. Donc dès que par exemple une agression survient, eh bien mon amygdale cérébrale va se déclencher comme une alarme qui va venir me faire sentir que la situation n'est pas normale et qu'il faut surtout que je réagisse. Quand l'amygdale cérébrale se déclenche, eh bien, généralement, on va avoir plusieurs options qui vont se présenter à nous. Alors, quand je dis options, c'est des options de manière réflexe. C'est pas du tout conscient. On ne se dit pas, tiens, je vais faire telle ou telle chose. C'est notre système nerveux qui va déclencher une réaction, soit de combat. Donc, je vais par exemple me mettre en modalité combat pour me défendre contre mon agresseur, par exemple. Ou la deuxième modalité, c'est la modalité fuite. Je vais tout faire pour échapper à cette situation. Et si malheureusement je ne peux ni combattre ni fuir, eh bien je vais me figer, je vais me paralyser en fait, parce que je suis comme dans un cul-de-sac en fait. Quand l'amygdale cérébrale se met en marche pour m'informer qu'il y a une situation de danger, ça déclenche le déferlement d'hormones de stress dans notre corps, donc qui sont le cortisol et l'adrénaline. Donc grâce à ces hormones de stress, eh bien, comme je le disais, il va avoir soit la réaction de fuite ou de combat qui va se mettre en place. Sauf que si mon agresseur, mettons, est plus grand que moi, plus fort, ou si je suis coincée dans un endroit, je ne vais pas pouvoir ni fuir ni combattre, donc comme je le disais, je vais être figée, je vais être immobilisée. Et ce qui se passe à ce moment-là au niveau de notre système nerveux et de notre corps, c'est que toute la décharge d'hormones de stress, donc adrénaline et cortisol, va continuer à déferler dans mon corps et ça peut être nocif pour mon organisme parce que autant combattre ou fuir, c'est pas forcément agréable, mais grâce à ces réactions de mon corps, eh bien le stress que j'emmagasine, il va pouvoir se libérer par le mouvement. Autant si je suis immobilisée, eh bien toutes ces hormones de stress, elles vont rester bloquées à l'intérieur de mon corps et à ce moment-là, il peut avoir une forme de surchauffe, une surcharge d'hormones de stress qui peut être nocive et pour mon cerveau et pour mon cœur. Et donc à ce moment-là, le cerveau a une ultime botte secrète qui va être la dissociation. Donc la dissociation, c'est une activation de neurotransmetteurs. Donc là, on est encore dans un aspect physiologique, neurobiologique. Donc en gros, on a des neurotransmetteurs qui vont être libérés dans notre corps. Et en fait, ces neurotransmetteurs s'appellent la kétamine-like et la morphine-like, c'est-à-dire c'est des drogues endogènes qui sont produites par notre corps pour nous anesthésier en fait. Donc concrètement, par exemple, l'agression est toujours en train de se passer et soudainement, comme ces drogues endogènes ont été libérées, eh bien, je ne ressens plus la douleur, je ne ressens plus la peur, je ne peux plus me débattre en fait, je suis comme un peu marionnette, comme chiffon, j'ai l'impression qu'il
que la scène se passe un peu au ralenti, comme si j'étais déconnectée du moment. Et donc c'est ça qu'on appelle la dissociation traumatique, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de protection ultime face à un stress intense. Voilà, mais on ne peut pas parler de dissociation sans expliquer tout ce qui précède, c'est-à-dire cette surcharge de stress et donc la mise en place de ce mécanisme. Merci pour ces premiers éléments. Est-ce que tu peux maintenant nous dire d'où vient ce terme de théorie de la dissociation structurelle et sur quoi se base-t-elle cette théorie ? Alors, la dissociation, on en parle depuis longtemps, hein. Déjà, le premier à en avoir parlé, c'est Pierre Janet, qui est un médecin et psychologue français, il y a un siècle, hein, donc Pierre Janet parlait déjà de la dissociation pour expliquer les phénomènes qu'il observait chez les patients qu'il suivait et qui avaient vécu des traumatismes. Dans les années 80, des chercheurs américains ont commencé à s'intéresser de plus en plus aux travaux de Pierre Janet. En Europe, on a attendu les années 90. Et donc, les psychologues, les médecins psychiatres se sont mis à explorer vraiment les recherches de Pierre Janet. Ils sont allés plus loin en observant de plus en plus leurs patients et en se questionnant sur qu'est-ce qui se passait chez ces personnes qui avaient vécu souvent l'horreur dans leur comportement émotionnel, corporel. Et la fameuse théorie de la dissociation structurelle, c'est une théorie qui a été conceptualisée par un auteur qui s'appelle Onno van der Hart, qui est un psychopathologue et psychotraumatologue des Pays-Bas. Et donc, il a constitué une équipe de chercheurs. Et donc, ils ont conceptualisé cette théorie, en fait, qu'on appelle la théorie de la dissociation structurelle. Donc, aujourd'hui, quand on s'intéresse à la dissociation, c'est vraiment cette théorie qui est la théorie de référence. La théorie de la dissociation structurelle part du principe que pour faire face donc à des événements traumatiques, la personnalité a dû se fragmenter, a dû se diviser en plusieurs parties. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est que d'un côté, on a la partie qu'ils appellent la partie apparemment normale, ou la PAN, ou la PAN, P-A-N, c'est-à-dire la partie de la personnalité qui fonctionne au quotidien, qui essaye de gérer, si la personne a un travail, elle peut aller travailler, elle peut s'occuper de ses enfants, faire à manger. Donc voilà, c'est la partie la plus adulte, la plus aux commandes dans la vie quotidienne. Mais par contre, à des moments, il peut y avoir ce que cette théorie appelle les PE, les parties émotionnelles. Et ces PE, ces parties, en fait, renferment les éléments des traumas antérieurs. Donc les PE renferment toutes les émotions vécues à l'époque des événements traumatiques, les sensations corporelles, les odeurs, les mouvements qu'on n'a peut-être pas pu faire à l'époque. Donc vraiment, ça va être des parties qui, à des moments, vont prendre comme les commandes de l'individu et vont lui faire faire des choses qu'il n'aurait pas fait habituellement, en fait. C'est souvent ce que décrivent les gens, d'ailleurs, qui viennent consulter. Ils disent « Je ne comprends pas parce que par moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est plus fort que moi. » Ça, c'est une phrase qui revient souvent. « C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de hurler sur mes enfants alors qu'il ne se passe pas grand-chose rationnellement parlant. Ou je ne peux pas m'empêcher de me faire du mal. » Ou voilà. Donc, il y a quelque chose qui survient de manière automatique et réflexe chez la personne. Et souvent, ce sont des PE, des parties émotionnelles qui reprennent le contrôle. Donc ça, c'est la théorie de la dissociation structurelle. Ensuite, il y a beaucoup de modèles, de modélisation de la dissociation qui ont vu le jour aussi. Donc, par exemple, on a l'IFS, Internal Family System, de Richard Schwartz, qui est aussi un modèle très connu, qui a été reprise notamment par Art Mella dans ses BD Émotions, enquête et mode d'emploi, et qui parle de cette fragmentation de la personnalité, mais avec des dénominations différentes. Il parle de partie manager, partie pompier et le self. Voilà, donc on parle de la même chose finalement, mais on utilise des mots de vocabulaire différents. On a aussi la thérapie des schémas, on a le modèle des états du moi, on a le modèle de Janina Fischer, la thérapie incorporée, qui utilise majoritairement la question des systèmes réflexes, en fait, la part combat, la part fuite. Et par exemple, c'est ce modèle, moi, aujourd'hui, que j'utilise dans ma pratique. Donc, en fait, la dissociation structurelle, c'est une conséquence en lien avec des traumas. Et ensuite, on a différentes écoles de pensée qui vont conceptualiser ce qui se passe pour ces gens-là.
C'est donc indispensable que les thérapeutes soient formés à cette théorie. Bien sûr. Alors, tu prêches une convaincue, évidemment. En plus, moi, je forme à la prise en charge du psychotrauma et les retours, en tout cas, qui me sont faits des collègues qui viennent se former, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu comprends ce qui se passe déjà physiologiquement dans le cerveau et dans le corps d'une personne qui vit du stress intense, du stress chronique, du stress répété ou du stress très précoce, on pourra y revenir sur les traumas de l'enfance. Quand le professionnel comprend mieux les enjeux et surtout arrive aussi à les expliquer à la personne qui porte les symptômes, c'est déjà extrêmement stabilisant. C'est rassurant en fait de comprendre. Déjà, parce que souvent les gens qui ont une dissociation structurelle disent souvent « mais j'ai l'impression que je deviens fou, que je deviens folle, il faut m'enfermer, j'ai peur de moi ». Et donc, c'est vraiment important qu'ils puissent mettre du sens sur le fait que cette dissociation, c'est un mécanisme de protection normal et adapté face aux événements anormaux qu'ils ont vécus. Donc déjà, ça fait baisser la question de la culpabilité et du sentiment d'anormalité. Et bien sûr, il est selon moi indispensable que les thérapeutes, quelle que soit finalement leur casquette professionnelle, donc connaissent la dissociation et surtout sachent quoi faire en fait quand elle se manifeste. Quoi faire quand elle se manifeste pendant le rendez-vous de thérapie par exemple, et montrent aussi des outils de régulation du stress, des outils de régulation émotionnelle à leurs patients pour que eux-mêmes puissent au fur et à mesure apprendre à mieux gérer ces moments en fait qui sont très, très difficiles. Et justement, comment est-ce qu'on peut savoir si une personne est concernée ou si on est soi-même concerné par la dissociation structurelle ? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, peut-être ce que je peux rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle de la fenêtre de tolérance, ou l'expliquer à tout le monde, la fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est une métaphore qui permet d'expliquer ce qui se passe dans notre corps quand on est, confronté à un stress intense. Donc ce que je dis souvent, c'est qu'on a tous une fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est-à-dire des réactions qui sont complètement normales quand on ressent un stress. Quand je ressens un stress, je peux par exemple te dire, tiens, je ressens une boule dans le ventre, ou je ressens un peu un nœud dans la gorge, je me sens tendue, j'ai les mâchoires qui se serrent. Mais en même temps, j'arrive à percevoir et à communiquer ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Quand j'arrive à faire ça, ça signifie que je suis dans ma fenêtre de tolérance. J'arrive à ressentir c'est-à-dire à être consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi et à le partager éventuellement à la personne en face de moi. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle des déclencheurs. Alors un déclencheur, c'est plein de choses. Ça peut être un mot qu'on m'a dit, ça peut être un regard qu'on m'a lancé, ça peut être une odeur que j'ai ressentie, ça peut être une date anniversaire, ça peut être plein de choses qui vont me rappeler un événement ou une situation qui a été très éprouvante pour moi dans le passé. Et donc quand je suis face à un déclencheur, je peux sortir de ma fenêtre de tolérance. Dans ce cas-là, il y a deux options qui se passent. La première, c'est que la personne peut sortir de sa fenêtre de tolérance par le haut, ce qu'on appelle en hyperactivation physiologique. Donc là, ce que je décris, c'est pas du tout psychologique, c'est physiologique, c'est au niveau du système nerveux. Quand par exemple, la personne, quelqu'un lui lance un regard et que ça réactive les mêmes regards que lui lançait son père quand il était petit, avant qu'éventuellement une claque ne tombe, la mémoire traumatique va se réveiller. Et donc, l'adulte, là, en question, pourrait dire, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe, c'est plus fort que moi, je me mets à péter un câble, je me mets à crier, je me mets à avoir des émotions débordantes, à être en colère, à avoir envie de partir. Donc ça, ce sont des réactions physiologiques d'hyperactivation. Ça veut dire que le système nerveux est en train de s'emballer. C'est le système nerveux sympathique, là, qui se met en branle, en marche, pour me faire réagir par la modalité de combat ou de fuite, en fait. Donc, en gros, il y a une réactivation d'une mémoire traumatique qui me fait avoir des comportements qui ne sont pas adaptés par rapport à ce que je suis en train de vivre dans le moment présent, mais qui me submergent. Et il y a des personnes aussi qui peuvent remarquer que quand elles rencontrent un déclencheur, donc par exemple, je reprends le même exemple, quelqu'un me lance un regard ou fronce les sourcils en me regardant,
eh bien, vont sortir de la fenêtre de tolérance, mais en hypoactivation physiologique. Donc là, au niveau du système nerveux, c'est le système nerveux parasympathique dorsal qui s'active, c'est-à-dire c'est une branche de notre système nerveux qui va nous faire, comme nous, complètement nous replier sur nous-mêmes et nous renfermer. Et par exemple, ça pourrait être, oui, je me souviens effectivement que mon père, quand j'étais petit, me lançait ce regard, et je savais que ça allait tomber, donc je me repliais et j'attendais que les coups pleuvent, en fait. Voilà. Donc en gros, ce sont des réactions physiologiques différentes, mais qui sont en lien avec des mémoires que notre système nerveux a gardées en l'état et qui nous font à des moments avoir des réactions émotionnelles très, très, très décorrélées du moment présent, en fait. Irrationnelles. Les gens le disent, les gens disent... Je comprends pas, c'était complètement débile, il n'y avait aucune raison de réagir comme ça, et pourtant c'était plus fort que moi. Donc voilà, un premier signe pour les gens de se rendre compte qu'elles ont peut-être des parts dissociées, c'est de se rendre compte que les réactions émotionnelles à des moments sont disproportionnées en fait, soit par le haut, c'est-à-dire le trop plein, soit par le trop peu en fait. Voilà. Il me vient une question. Donc, est-ce qu'il est possible que la sortie de la fenêtre de tolérance par le haut amène finalement quelque part vers le bas, donc plutôt vers l'hypoactivation ? Alors, en fait, oui. Quand on a... en fait, le système nerveux, il fonctionne même plus par étage. Ça, c'est la théorie de Stephen Porges qui l'explique bien, la théorie polyvagale. Quand on est confronté à un stress, on a d'abord le système sympathique, donc le système d'action, donc combat, fuite, qui va se mettre en marche, parce qu'on est tous câblés pour réagir face à un danger. Notre système d'alerte, il est vraiment câblé pour ça. Et ensuite, si par exemple, malgré ça, on ne peut rien faire, ou on a tellement appris, par exemple, dans notre parcours de vie que ça ne servait à rien, ça ne servait à rien de se débattre, ça ne servait à rien de vouloir partir, eh bien, on arrive dans le système parasympathique dorsal dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'effondrement et le repli sur soi. Voilà. Donc, en gros, l'effondrement, le repli sur soi, c'est une ultime réaction du système nerveux quand toutes les autres options n'ont pas pu aboutir, en fait. Voilà. C'est pour ça que souvent les personnes d'ailleurs qui ont subi beaucoup de traumas dans la petite enfance, on sait bien que l'enfant il se construit, le cerveau se construit jusqu'à l'âge de 23-25 ans. Donc tous les stress chroniques répétés qui ont pu se vivre dans la petite enfance vont altérer en fait les mécanismes cérébraux et vont faire que l'enfant finalement il va apprendre à abdiquer en fait rapidement. Voilà. Donc ensuite, ça peut donner des adultes qui vont face à un stress ou face à un conflit, être très très vite dans du parasympathique dorsal, c'est-à-dire dans cette posture de soumission, de je fais ce qu'on me demande parce que j'aime pas le conflit, même si j'aime pas, etc. Je dis oui. Des gens qui vont vraiment se plier, se soumettre aux injonctions. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La dissociation altère aussi évidemment la mémoire. Donc les personnes, souvent, qui ont des troubles dissociatifs, ont une altération de leur mémoire immédiate et leur mémoire à long terme. Donc quand on recueille, nous thérapeutes, par exemple, l'histoire de vie, l'anamnèse, on peut avoir, par exemple, des périodes d'amnésie. C'est-à-dire que les gens vont dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai aucun souvenir de mon année de 5e. Voilà. Généralement, c'est qu'il y a une bonne raison. Et quand je dis bonne raison, ça vient bien réindiquer que la dissociation, c'est un mécanisme de protection. Et quand elle se met en place, c'est pour nous aider à faire face le mieux possible à l'événement qu'on est en train de vivre, en fait. Donc voilà, quand il y a des périodes d'amnésie, ça peut être des amnésies totales. Par exemple, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé durant mon année de 5e, mais ça peut être aussi des amnésies partielles. Voilà, c'est-à-dire, je me souviens que je me faisais harceler pendant mon année de 5e, mais par contre, j'ai aucun souvenir du visage de qui me faisait ça. Voilà, donc tu vois, la personne, elle a des infos, mais il lui manque des pièces du puzzle. Et c'est ce qu'on va travailler lors des accompagnements thérapeutiques, des gens qui ont un trouble dissociatif, ça va être progressivement d'aider à remettre les pièces du puzzle manquantes. Voilà. Donc voilà, en termes de symptômes, il y a bien évidemment aussi une
une question un sentiment altéré de conscience de soi, en fait. Les gens souvent vont décrire: j'ai l'impression que je ne suis pas véritablement moi-même, ou que je ne me reconnais pas. Donc il y a une question de dépersonnalisation, de déréalisation quand ils vivent du stress. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est pas eux. C'est comme s'ils vivaient à côté de leur vie, en fait. Comme s'ils sont sur des rails, mais ils n'ont pas véritablement l'impression d'être maîtres à bord, en fait. Voilà, parce qu'ils sont pilotés par des parties émotionnelles qui prennent à des moments le contrôle. Je vous propose de marquer un temps de pause dans l'interview avec Johanna pour laisser la place à une seconde voix qui ne vous sera certainement pas étrangère, puisque c'est une professionnelle que j'ai déjà eu l'occasion d'accueillir dans la saison 1 et qui par ailleurs est la collègue de Johanna. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Gwenaëlle Perciot. Je lui ai posé la question suivante. Quel est le lien entre psychotraumatisme et attachement chez l'adulte ? On écoute tout de suite la chronique de Gwenaëlle. Alors les deux sujets du traumatisme et de l'attachement sont évidemment étroitement liés. Peut-être ce que j'ai envie d'ajouter par rapport au sujet du psychotrauma, c'est que parmi les traumas, beaucoup d'entre nous portons ce qu'on appelle des traumas d'attachement. C'est-à-dire des événements ou des périodes qui ont pu être difficiles, très difficiles pour notre psyché et notre corps, vécu avec des personnes qui étaient proches de nous, très proches, puisqu'on appelle ça les figures d'attachement, et notamment les parents. Mais ça peut être aussi d'autres personnes, comme un grand-parent, quelqu'un qui nous a élevés, sans que ce soit un parent biologique. Et puis bien sûr, il y a aussi dans la famille des traumas d'attachement, tout ce qui va être les blessures autour du couple. On a tous des blessures d'attachement, mais on n'a pas tous des traumas d'attachement. C'est-à-dire que la différence est en termes d'intensité. On a tous eu des moments avec nos parents où ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, selon le manuel du parfait parent, qui n'existe pas évidemment. Mais ça ne nous a pas forcément traumatisés. On peut s'en souvenir, avoir une légère émotion quand on y repense, mais ça va pas plus loin. Alors ce qu'on appelle un trauma d'attachement, c'est quelque chose qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé, je vais faire la distinction après, et qui a marqué vraiment notre psyché avec des émotions fortes de type tristesse, colère, peur, mais aussi culpabilité ou encore honte. Donc parmi les traumas d'attachement les plus courants, vous avez d'abord des pertes, par exemple le deuil d'un parent quand on est enfant ou adolescent, l'abandon de la part d'une figure d'attachement, ou le sentiment d'abandon, ça peut être aussi pas forcément un abandon réel, mais des comportements qui nous ont fait nous sentir abandonnés, comme par exemple des parents qui travaillaient énormément et qui n'étaient pas là, et on s'est senti abandonné. Vous avez bien sûr évidemment tout ce qui est de l'ordre de l'agression, de l'abus, la maltraitance, donc des actes commis par nos figures d'attachement. Et puis il y a aussi des traumas d'attachement auxquels on ne pense pas forcément, qui sont ce qu'on appelle couramment la négligence, ou tout ce qui est carence affective, donc des parents qui étaient peu là psychiquement ou physiquement, ou parfois les deux en même temps, ou en tout cas peu attentifs à nos besoins en tant qu'enfants et adolescents. Et ça, évidemment, ça peut traumatiser quelqu'un. Ces traumas, quand ils ont été vécus dans l'enfance ou l'adolescence, souvent ils vont se répéter à l'âge adulte, notamment dans les relations importantes, à savoir le couple en priorité, mais ça peut être aussi dans les relations amicales. Dans toute relation, on va dire, investie par le cœur et donc aussi le corps et l'esprit de la personne. Et tant qu'effectivement on n'a pas sécurisé ces endroits de nous, tant qu'on n'a pas pu aller les rencontrer, les accueillir les douleurs, les émotions qui vont avec, on va continuer à le manifester d'une manière ou d'une autre dans nos relations. Typiquement, une femme qui, enfant, aurait vécu une relation avec son père faite de négligence, de détachement émotionnel, de froideur, va
peut-être répéter avec des hommes ces blessures-là en rencontrant des personnes qui seront d'eux-mêmes froides, négligentes. Ou ça peut être le schéma inverse, être en couple avec des hommes extrêmement anxieux, collants, et finalement, que ce soit le modèle ou le contre-modèle, on est toujours en train de répéter ce qu'on n'a pas encore guéri. La voie pour guérir nos traumas d'attachement, c'est évidemment les mêmes que pour les psychotraumas, quels qu'ils soient. C'est vraiment d'aller dans les émotions. Parfois, c'est intéressant de comprendre au début, mais la vraie libération, elle se fait au niveau expérientiel, elle se fait au niveau cellulaire, j'ai envie de dire, puisque le trauma est dans le corps, donc la guérison est dans le corps. Et ça va aussi beaucoup passer par des nouvelles relations. Des relations, enfin, on va dire, sécures. Peu à peu, évidemment, quand on a vécu beaucoup d'insécurité, on va pas magiquement, à l'âge adulte, rencontrer un conjoint ou des amis sécures. Évidemment, on va d'abord attirer des personnes avec la même vibration. Mais peu à peu, en travaillant sur soi, en se sécurisant intérieurement, en ouvrant notre fenêtre de tolérance, en allant avec courage dans nos émotions, nos traumas, les capsules traumatiques, tout ce qui a manqué, tout ce qui a été douloureux, on va changer donc notre façon d'être, de vibrer, et on va attirer peu à peu des gens différents. Et avoir enfin dans sa vie, dans son quotidien, des gens sécures, ou plus ou moins sécures, parce que tout ça c'est un chemin, que ça soit dans notre couple ou dans nos amitiés, même nos relations de travail, notre quotidien, notre communauté, ça va énormément guérir le système, les blessures de fond. Et c'est vers cela qu'on essaye d'aller, tout à chacun, vers ce qu'on appelle un attachement sécure, acquis. Merci à Gwenaëlle Perciot pour ses mots et cette chronique. J'en profite pour vous indiquer que Gwenaëlle et Johanna ont sorti un livre, Les liens d'attachement 100% illustrés. Il est à retrouver en librairie. On retrouve tout de suite Johanna pour la suite de l'interview. Donc Johanna, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport notamment à l'amnésie traumatique, mais aussi par rapport aux événements traumatiques qui ont eu lieu dans la petite enfance, avec donc une mémoire qui n'est pas directement accessible, en sachant que les premiers souvenirs donc, sont vers l'âge de 3-4 ans. Comment on peut donc aller travailler sur ces éléments sans forcément avoir donc accès au contenu de la mémoire ? En tout cas, déjà, ça me fait indiquer la chose importante suivante, c'est que depuis le début de notre échange, on parle de trauma dans le sens des événements violents qui arrivent soudainement, qui confrontent à des menaces pour son intégrité physique, psychique, etc. Il ne faut pas oublier, et ça c'est vraiment important de le dire, parce que souvent les gens qui n'ont pas vécu de viol, d'agression ou d'attentat ou je ne sais quoi, pensent qu'ils n'ont pas forcément vécu de psychotrauma. Il faut quand même rappeler que tout ce qui se passe effectivement dans l'enfance, et notamment en lien avec la manière dont s'est construit notre système d'attachement, la manière dont nos figures d'attachement, c'est-à-dire nos parents, se sont occupés de nos besoins, y ont répondu, nous ont protégés, nous ont rassurés quand on en avait besoin, tout ça, ça va vraiment effectivement construire la personnalité de l'enfant. Et si pendant cette période, je n'ai pas eu de réconfort, j'ai pas eu de tendresse, j'ai été mis de côté, rejetée, ou mes parents n'avaient jamais le temps de s'occuper de moi, ou c'était moi qui devais toujours m'occuper de la fratrie, ou même devoir prendre en charge mes parents parce qu'ils avaient une immaturité, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu des événements traumatiques comme je les ai décrits précédemment, mais par contre qui ont manqué de choses absolument indispensable pour la construction d'une sécurité intérieure. Et donc, ce type de vécu, on parle de adverse childhood experiences, donc les expériences adverses de l'enfance, les expériences difficiles de l'enfance, comme le manque, va créer des altérations dans la personnalité de l'individu. Et souvent, comme tu le disais, on a pu vivre ces manques très très tôt dans notre vie, des fois bébé, effectivement. Nos parents, ils ont fait comme ils ont pu, et comme on sait que généralement on reproduit les traumas dont on ne s'est pas occupé, voilà.
Quand on a des traumas dans la toute petite enfance, voire in utero, bien sûr qu'on ne va pas avoir le souvenir conscient, parce qu'effectivement, les souvenirs conscients souvent arrivent à partir de l'âge de 3-4 ans, c'est au niveau de la maturation du cerveau. Par contre, il y en a un qui oublie jamais les expériences, c'est le corps. Il y a un auteur qui s'appelle Bessel van der Kolk, qui est un grand traumatologue international, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le corps n'oublie rien », que je recommande vivement, il est excellent ce livre, et qui explique que toutes les mémoires en fait sont enregistrées dans notre corps, en fait, justement via notre système limbique, notre cerveau émotionnel et notre cerveau reptilien. Et que même pour des événements dont on n'a pas la conscience, on n'a pas de mots pour les décrire parce qu'on était trop petit tout simplement quand on les a vécus, eh bien le corps il va pouvoir, chez l'adulte, comme envoyer des informations. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui des fois disent « mais je ne sais même pas comment dire cette sensation que je ressens » ou cette perception. C'est de l'ordre vraiment très... Oui, perceptif pour le coup, au niveau du système nerveux, c'est vraiment au niveau du système reptilien, du système limbique, et on n'est pas du tout dans le cortex en fait. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui nous permet de mettre des mots et d'expliquer les choses. C'est la partie la plus évoluée et qui se construit vraiment à partir de l'âge de 6-7 ans. Donc tout ce qui se passe dans la petite enfance va avoir un impact fondamental. Et au niveau de la prise en charge de ces personnes qui ont vécu des traumas dans la toute petite enfance, il va falloir aller travailler au niveau psychocorporel. Vraiment des thérapies qui ne sont pas basées uniquement sur le langage, parce que le langage a ses limites quand, j'ai envie de dire, l'information est logée dans le corps. Mais les thérapies psychocorporelles, par exemple la thérapie sensorimotrice, la somatic experiencing, le MDR aussi en fait partie. Il y a plusieurs thérapies qui utilisent le corps comme porte d'entrée et qui est une voie royale pour accéder à ces bribes, à ces fragments de mémoire traumatique en fait, et les réintégrer dans la personnalité. Est-ce que tu pourrais maintenant nous dire quels sont les différents types de dissociation ? Alors la dissociation, c'est vraiment avoir comme un continuum, c'est-à-dire comme un spectre entre une dissociation la plus ordinaire possible jusqu'à de l'autre côté du spectre, une dissociation la plus grave, la plus importante. La dissociation, on le vit tous les jours dans notre vie. Quand on va par exemple à notre bureau, où on prend toujours le même chemin, eh bien on peut y aller sans réfléchir à la route et au trajet en fait. C'est normal. La dissociation, c'est vraiment l'inverse de la pleine conscience. Quand je suis pleinement conscient à ce que je fais, je ne suis pas dissocié. Je suis vraiment dans le moment présent. La dissociation ordinaire du quotidien, c'est ces moments, et il nous en arrive plein dans la journée, où on est là, mais vraiment, on n'est pas vraiment là en fait. On fait des choses machinalement, on peut dire qu'on est dissocié, mais c'est normal. Ensuite, on a ce qu'on appelle la dissociation péritraumatique. Alors la dissociation péritraumatique, on en vient par rapport à notre sujet qui concerne le trauma, c'est ce mécanisme de déconnexion du moment présent qui arrive pendant que je suis en train de vivre, par exemple, quelque chose de douloureux. Donc si je reprends mon exemple d'une agression, eh bien au moment de l'agression, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais pouvoir me dissocier, en tout cas, il va y avoir ce déferlement de neurotransmetteurs qui vont m'anesthésier au niveau psychique et au niveau physiologique, et donc je vais subir ce que je suis en train de subir, mais je ne vais plus le sentir en fait. Donc ça, c'est une dissociation péritraumatique, c'est-à-dire qui entoure le moment du trauma. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'état de stress aigu. Donc là, c'est souvent dans le mois qui suit un événement difficile. Donc à ce moment-là, la personne va pouvoir se sentir encore dissociée, c'est-à-dire que l'événement, il n'est plus en train de se passer, mais par contre, la personne, elle se sent encore à côté d'elle-même, en fait, comme un peu pas là, comme déconnectée du moment présent, avec le sentiment c'est comme si elle avait fait un cauchemar, que c'était pas la réalité, que c'était pas véritablement à elle que c'est arrivé. Donc ça, c'est vraiment la dissociation qui se poursuit après le trauma pendant 1 mois environ, et donc on parle d'état de stress aigu. Et quand cette dissociation se maintient dans le temps, et devient chronique finalement, c'est là où on va parler de dissociation structurelle. C'est-à-dire que les mécanismes de dissociation, de protection, donc, qui étaient très adaptés au moment où j'ai vécu ce stress intense, en fait, c'est comme si ça commençait à faire partie de ma personnalité et ça devient un mode de fonctionnement. Donc à ce moment-là, on distingue
3 types de dissociation structurelle. La première, elle s'appelle la dissociation structurelle primaire. Donc ça, typiquement, la dissociation structurelle primaire, on la voit chez des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle un trauma simple. Un trauma simple, c'est un événement unique qui a eu lieu avec un début et une fin. Par exemple, si je reprends mon exemple d'agression, imaginons que j'ai pas vécu de traumatisme majeur dans ma vie, et depuis cette agression, j'ai l'impression que je dysfonctionne, que je me reconnais plus, que je suis plus véritablement moi-même. Donc la dissociation structurelle primaire, c'est un mécanisme qui perdure suite à un événement unique qui s'est passé dans la vie de la personne. Ensuite, on a ce qu'on appelle la dissociation structurelle secondaire. Donc là, on est dans la grande famille des traumas complexes, du stress post-traumatique complexe. Je dis la grande famille parce que la plupart des gens d'ailleurs qui viennent consulter ont des traumas complexes. Les traumas complexes, la particularité, c'est qu'il n'y a pas eu qu'un seul événement. Il y a eu plusieurs événements dans la vie de la personne qui ont en plus eu un dénominateur commun entre eux. C'est-à-dire, c'est du stress qui a été répété. Alors pas forcément les mêmes événements, mais par exemple, si je reprends mon exemple d'une agression, eh bien quelqu'un qui aurait un trauma complexe, ça va être quelqu'un par exemple qui a vécu une agression à l'âge adulte, mais cette agression, il avait déjà vécu cela dans la petite enfance avec son père qui faisait par exemple les gros yeux quand il y avait des mauvaises notes et puis les coups pouvaient pleuvoir éventuellement. Et en même temps, l'année de 5e, il y a eu des moments de harcèlement et donc tu vois, donc c'est un cumul d'événements difficiles qui ont été vécus avec un dénominateur commun, par exemple l'insécurité ou la violence. Voilà. Donc ça, c'est la grande famille des traumas complexes. Et donc la dissociation, à ce moment-là, a dû se mettre en place pour faire face à tous ces événements difficiles. Plus la dissociation s'est mise en place, plus la personne elle a dû régulièrement se déconnecter de son corps, s'anesthésier de son corps. Donc ce sont ensuite des personnes qui vont venir consulter parce qu'ils ont soit des troubles somatiques, donc des maladies ou des manifestations corporelles qui ne sont pas expliquées par exemple par la médecine. Ça c'est la dissociation somatoforme qui prend un aspect somatique, mais au niveau psychologique aussi, des gens qui remarquent que c'est plus fort qu'eux, mais à chaque fois qu'ils sont confrontés à une telle situation où il y a trop d'enjeux, par exemple, ou trop de pression, ils vont sortir de leur fenêtre de tolérance, ils vont paniquer, ils vont somatiser, etc. Voilà. Et la dernière dissociation structurelle, c'est la dissociation structurelle tertiaire. Donc là, c'est ce qu'on appelle le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. C'est vraiment le bout du continuum de la dissociation. Ça arrive chez les personnes qui ont été confrontées à des graves traumas, les abus sexuels, la maltraitance très précoce, et donc qui ont dû se fragmenter. Leur personnalité s'est divisée en plusieurs sous-personnalités avec des mécanismes de protection. Et ces personnes qui portent un TDI sont souvent des personnes qui vont avoir du mal à fonctionner dans leur quotidien parce qu'ils vont avoir comme plusieurs personnalités à ce moment-là qui à des moments prennent les commandes de leur vie, donc qui nécessitent vraiment une prise en charge spécifique et adaptée avec des professionnels formés. En parlant de prise en charge, quel est le chemin de la guérison et donc de la réintégration ? L'opposé, comme je le disais, de la dissociation, c'est l'intégration. C'est-à-dire comment toutes les pièces du puzzle qui ont été fragmentées par la violence du stress, la violence des événements, les choses que j'ai pas comprises parce que j'étais petite, parce que voilà, toutes ces choses-là, comment à travers le travail thérapeutique, elles vont pouvoir être réintégrées, elles vont pouvoir être déjà comprises. Je crois qu'une première piste qui me semble extrêmement importante, c'est d'avoir une meilleure compréhension des enjeux et des mécanismes en fait. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de la nécessité que les professionnels se forment pour que eux sachent déjà ce qu'ils font et aussi expliquent ce qui se passe à leurs patients. Voilà. Parce que quand les gens comprennent ce qui se passe lors de la survenue d'un stress, ce qui se passe au niveau hormonal, au niveau de leur réaction de leur système nerveux, de leur corps, de leurs réflexes, ça va venir vraiment calmer quelque chose en eux qui s'affole parce que vivre des psychotraumas, c'est un non-sens absolu. Donc mettre du sens sur un non-sens, c'est déjà très stabilisant.
Ensuite, une autre chose extrêmement importante, c'est d'apprendre des outils de régulation du stress, de régulation émotionnelle. Et donc ça, c'est le travail des thérapeutes, à apprendre aux patients comment revenir dans sa fenêtre de tolérance, comment déjà repérer quand on en sort et revenir dans sa fenêtre de tolérance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que plus les gens ont vécu des traumas dans le temps, et bien plus la fenêtre de tolérance, elle s'est rétrécie en fait, elle a diminué. Elle s'est rétrécie. Donc il faut vraiment augmenter la fenêtre de tolérance. Il faut que la personne, elle soit de plus en plus tolérante au stress, qu'elle arrive à se laisser sentir le stress sans que ça s'emballe en fait. Donc vraiment, les outils de régulation du stress sont extrêmement importants. Et puis ensuite, il y a tout le travail au niveau corporel, au niveau d'aider le corps qui est resté finalement bloqué dans des réflexes de survie, par exemple des réflexes de combativité. Quelqu'un qui se met qui se met en colère régulièrement, qui se met à avoir des crises de rage, c'est pas par hasard en fait. On ne naît pas comme ça. Par contre, ça vient sans doute dire quelque chose de son parcours de vie, de la même manière que quelqu'un qui va se soumettre, qui va s'effacer, qui va avoir une estime d'elle extrêmement faible, c'est généralement pas par hasard. Donc on va aussi repérer avec la personne quels sont les réflexes au niveau corporel qu'elle a tendance régulièrement à mettre en place, pour pouvoir petit à petit travailler à ce que le corps puisse reprendre finalement un meilleur contrôle et que la personne puisse redevenir le pilote à bord de son navire en fait. C'est-à-dire que une personne qui a traité ses traumas, c'est une personne qui va pouvoir dire, maintenant, quand il y a des émotions ou quand j'ai des réactions corporelles, déjà je les sens venir et je m'en occupe en fait, j'en fais quelque chose. C'est pas les réactions de mon corps, c'est pas mon corps qui prend les commandes en fait et qui me fait faire des choses dont j'ai pas envie. Donc voilà, pour réintégrer, c'est ça, c'est comprendre, réguler son stress, se stabiliser et ensuite travailler sur la mémoire traumatique, que ce soit au niveau corporel, au niveau verbal, mais moi j'accorde en tout cas de plus en plus d'importance dans mon travail au corps, parce que déjà on gagne du temps en s'intéressant au corps, alors on y va tout petit à petit, vraiment c'est progressif, mais voilà, le corps nous apporte des informations qui parfois sont mises de côté par le mental, donc voilà, moi je travaille beaucoup en tout cas à partager avec les gens qui viennent se former avec moi des outils psychocorporels. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. J'entends qu'il y a beaucoup donc de personnes touchées par la dissociation structurelle. Quel lien nous pourrions faire avec les autres troubles psychiques ? Eh bien, alors, moi, ce que j'observe en tout cas, c'est que effectivement, quoi qu'on ait vécu, quand on a vécu des événements adverses, des événements difficiles, on a pu possiblement se dissocier pour faire face. Donc finalement, les autres troubles, pour moi, souvent, je les vois comme des conséquences, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, mettons, a été beaucoup rejeté enfant. On l'a jamais touché, mais par contre, on s'occupait pas de lui. Il était souvent seul. Donc, il a vécu du stress, et il a sans doute dû, à des moments, se déconnecter de lui-même parce que à haute dose, le stress et la solitude, c'est surtout quand on est des êtres humains, c'est terrible. Eh bien, par exemple, on a beaucoup de personnes qui, pour faire face à ce stress chronique, vont par exemple tomber dans des addictions, tomber dans l'alcool, tomber dans les drogues, ou avoir des conduites dissociantes, c'est-à-dire des conduites qui vont les anesthésier ou leur faire vivre des choses extrêmement fortes en fait. Donc souvent, les personnes qui ont des troubles dissociatifs vont avoir des conduites de ce type-là. Je pense aussi à toutes les situations de dépression, de maladies chroniques, de somatisation, les troubles du comportement alimentaire, les troubles borderline. En fait, toutes ces dénominations psychiques, en fait, ces symptômes dont souffrent les personnes, moi, dans ma lecture des choses, je les vois comme des conséquences, la plupart du temps, de vécus psychotraumatiques antérieurs
Et là, je le dis volontairement, grâce à ces troubles, la personne a survécu jusque-là. Donc c'est ce qui lui a permis de tenir. Donc dans le travail thérapeutique, on va faire en sorte que, en traitant les traumas, la personne n'ait plus besoin d'avoir recours, par exemple, à la drogue, à l'alcool, aux conduites sexuelles à risque, etc., ou au TCA, aux scarifications, n'ait plus besoin d'y recourir, vu qu'il n'y a plus besoin de calmer, en fait, le système nerveux. Donc voilà le lien, et c'est souvent d'ailleurs les remarques que font les collègues qui viennent se former avec moi, c'est de dire, mais en fait, du psychotrauma, il y en a de partout. Et j'ai envie de dire, on peut vraiment voir ça comme ça, mais la bonne nouvelle, c'est que comme aujourd'hui, on sait guérir le psychotrauma, et je le dis vraiment, j'utilise ce mot sciemment, alors bien sûr, on n'oublie pas ce qu'on a vécu, mais par contre, on va apprendre à vivre avec cette cicatrice, on va retrouver une fonctionnalité. Alors je dis pas que c'est simple, plus les gens ont vécu des traumas graves, plus ça va demander des années de thérapie, bien sûr, mais on peut guérir de ces traumas. Et donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que même si effectivement il y a du vécu traumatique ou des expériences adverses de l'enfance, etc., on peut s'en sortir, et ça c'est la bonne nouvelle. Donc avant de conclure, Johanna, est-ce que tu aurais des ouvrages, des livres à nous conseiller, à conseiller aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent pour aller plus loin sur cette question donc de la dissociation structurelle? Alors, la lecture dont j'ai parlé tout à l'heure, le livre de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, et pour moi, c'est une lecture que je conseille souvent. Ensuite, pour les professionnels qui nous écoutent, moi, une lecture qui influence beaucoup ma pratique, il faut déjà quand même connaître un peu la dissociation, mais c'est le livre de Janina Fischer qui s'appelle « Dépasser la dissociation d'origine traumatique », traduit par Julien Bayet, qui est vraiment pour moi une référence en la matière. Voilà, en tout cas les deux livres. Et puis, mais il n'est pas encore sorti, mais je peux quand même faire une petite annonce. Avec Gwenaëlle Percio, on est en train d'écrire un livre sur le psychotrauma illustré qui va sortir fin 2024. Voilà, donc rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page Instagram hippocampe-podcast pour avoir accès à toutes les actualités. À bientôt.